La Terre tourne sur elle-même à 1500 km/h et autour du Soleil à 100 000 km/h. Par ailleurs, elle est entraînée avec le Soleil autour d'un grand trou noir qui est le centre de notre galaxie. C'est ce que nous dit la science d'aujourd'hui. Mais dit-elle vrai? Vrai ou seulement un peu plus juste que Ptolémée qui pensait que la Terre était un point fixe autour duquel tout tournait? Ou un peu moins faux que Newton pour qui le Soleil était le centre de l'univers? Ou que nos grands-pères pour lesquels le Soleil était le centre de notre galaxie? Depuis un siècle, l'idée de vérité en science a perdu son caractère absolu. Pour Bachelard, la vérité scientifique, c'est l'histoire des erreurs surmontées par la science. L'exemple le plus illustratif de cette idée, c'est l'histoire des théories sur la lumière. Comment fonctionne la lumière? De quoi est-elle faite? Comment l'explique-t-on? Newton affirmait que la lumière était constituée de corpuscules qui se propageaient en ligne droite dans un milieu qu'il appelait l'éther et qui emplissait tout l'espace. Au début du 19e, Fresnel va dire quasiment le contraire. Il va dire que la lumière n'est pas un déplacement de matière, mais un mouvement de la matière, comme les ondes de l'eau ou les ondes sonores qui se déplacent donc dans l'air. Nous sommes donc passés d'une explication corpusculaire, d'une théorie corpusculaire, à une théorie ondulatoire de la lumière. Au début du XXe siècle, on va voir réapparaître l'idée de corpuscule. Planck vient de découvrir que la matière était discontinue. À sa suite, Einstein va inventer ou découvrir, retourner au cours précédent, les photons. Et donc, redonner à la matière un caractère corpusculaire. Oui et non, parce que le photon n'est pas vraiment un corpuscule. C'est à la fois une onde et un corpuscule, ou un corpuscule et une onde. Demandez donc de vous expliquer cela à votre professeur de physique. Dénombrables et continus à la fois, les photons sont à la fois ondulatoires et corpusculaires. C'est une théorie qui valait pour la lumière et pour la lumière seule. Mais très rapidement, vers 1925, Louis de Broglie va affirmer et montrer que c'est toute la matière qui fonctionne de cette façon et que tout objet est à la fois ondulatoire et corpusculaire. La science actuelle en est toujours à cette théorie. L'histoire des sciences est certes intéressante, mais ce qui intéresse le philosophe, c'est de se poser des questions. Quelles questions nous fait poser cette histoire? Eh bien, est-ce que cette quête de la vérité est sans fin? Est-ce qu'il n'y aura pas à nouveau une théorie de la lumière et encore une autre et encore une autre? C'est-à-dire deux questions. La première, est-ce que la vérité absolue existe? Et la seconde, si elle existe, est-ce que l'homme, la raison humaine, est outillé pour la connaître et la trouver? À la première question, nous avons une réponse de Planck, le père de la physique quantique, dans un texte que vous trouvez en référence. Première idée, il nous dit qu'il y a un progrès scientifique, c'est-à-dire que la dernière version de la vérité, si on peut dire, est meilleure que la toute première, plus adéquate au réel. Deuxième idée, la vérité absolue reste le moteur de la science. La vérité absolue, c'est-à-dire une explication du monde qui n'a plus besoin de perfectionnement. Troisième idée de Planck, cette vérité absolue, cette image parfaite du monde, nous ne l'atteindrons jamais. Pour Planck, il est impossible à l'homme et à la science de connaître le monde réel, et non pas le monde des apparences, le monde réel. Parce que pour lui, le monde réel n'existe pas. Cependant, lorsque l'on cherche quelque chose, et là on cherche la vérité du monde réel, la représentation juste du réel, lorsqu'on cherche quelque chose, il faut bien quelque part postuler que ce quelque chose existe. Et à force de chercher la vérité, le réel, eh bien les hommes ont acquis finalement la conviction que ce réel existait, mais ça n'est au fond qu'une opinion donnée par l'habitude. La science du XXIe siècle ne prétend donc plus atteindre la vérité. Et le terme vérité scientifique, le concept de vérité scientifique, a été remplacé par un autre, celui de modèle scientifique.
on donne une modélisation du réel. Un modèle, c'est une image à un moment donné, une image de type mathématique, d'un phénomène ou d'un ensemble de phénomènes. Il est explicatif, il démontre le phénomène de façon logique avec des outils donc mathématiques. Deuxièmement, il est prédictif, il permet de prévoir ce qui va se passer, comment les choses vont évoluer. Si vous avez un bon modèle explicatif de la résistance du béton ou de la force de l'eau, etc., vous allez prévoir si votre barrage va ou non craquer. Mais s'il craque, c'est que votre modèle n'était pas bon, vous avez construit un barrage avec un modèle insuffisant. Donc un modèle n'est dit vrai que tant qu'il fonctionne, tant qu'il ne rencontre pas d'effets qui le rendent insuffisant. À ce moment-là, eh bien, on construit un autre modèle plus opérationnel, plus efficace. Au fond, le critère de la vérité, aujourd'hui, c'est l'efficacité explicative et pratique pour agir. Ainsi, la physique de Newton, c'est le modèle newtonien. On ne dit pas qu'elle est fausse. Et en effet, est-elle vraiment fausse? Parce qu'à l'échelle de l'homme, elle fonctionne. Est-ce que la planète est courbe à notre échelle? Un carreleur ne calcule pas un plancher courbe. Il le fait bien dans un plan. La physique newtonienne, elle nous sert encore à fabriquer des charrettes, des automobiles. Actuellement, la physique propose deux théories qui cohabitent et qu'elle n'arrive pas à unifier. La première, la physique quantique, explique les phénomènes microphysiques et la relativité explique les phénomènes macrophysiques. Donc, à la fois, la vérité évolue et devient donc un modèle temporaire, mais en plus, il y a des vérités régionales. On va trouver en quelque sorte des fonctionnements et des lois différentes selon la région du réel que l'on observe et que l'on étudie. Venons-en maintenant à notre seconde question. Si on postule qu'il existe un réel, une vérité absolue, la question se pose, est-ce que nous pouvons la connaître? Est-ce que l'homme a les capacités, les outils pour la connaître? C'est la question de l'isomorphisme. L'isomorphisme entre notre raison, notre fonctionnement intellectuel et la construction, la nature, l'architecture du réel. Première réponse, oui, il y a isomorphisme, c'est-à-dire que notre pensée et la réalité sont construits de la même manière. Ça peut être pour deux raisons. La première, c'est, revenez à Spinoza, que nous sommes tous construits dans une même substance, faits de la même substance. La seconde, c'est celle de Descartes, par exemple, qui dit, c'est Dieu qui a créé tout ça, et Dieu, c'est le grand horloger. C'est-à-dire que pour créer à la fois la nature et notre raison, il a fait un travail de mathématicien. Et Galilée disait d'ailleurs que le grand livre du monde est écrit en langage mathématique. Seconde réponse possible, notre raison ne peut pas connaître le réel parce qu'il n'y a pas isomorphisme. Elle est de nature différente. À ce moment-là, elle ne peut pas le connaître. Dire qu'il existe, dire qu'il y a un réel, c'est un postulat. C'est une croyance. La physique ne nous donne pas le réel, donc on rentre dans la métaphysique.